Salut chers amis, nous revenons sur la thèse de doctorat unique du docteur Yeboué Yannick sur les Soamelais, intitulée Histoire d'un sous-groupe baoulé, les Soamelais de Tabo, des origines à la colonisation française du 8e siècle 1960, sous la direction du professeur Mbrakwakou Désiré. Voilà. Cette thèse a été soutenue à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors voilà, nous lisons la suite. Il est intitulé ce sous-chapitre « La guerre doublée d'une alliance matrimoniale dans l'Akroufoué ». Il a dit d'abord qu'avec les Akwatifoué, bon, ça a été pacifique cette rencontre avec les Soamelais. Mais entre les Soamelais et les Akroufoué, il y a eu quelques mésententes d'abord. Alors il écrit ici « C'était au début de l'installation sur la rive droite du Bandama, au nord de Tiasalé. Des Soamelais se heurtaient au Akrou, ou Akroufoué. C'est-à-dire qu'on dit Akroufoué, ça dit ceux qui sont Akrou. Dans le mot Akrou, c'est le mot en baoulé qui désigne les Kroubou. Voilà. Autochtones qui ne voyaient pas d'un bon œil le voisinage de ces nouveaux venus. Ces derniers, bien que très dispersés, étaient suffisamment nombreux pour leur résister avec succès. Pendant plusieurs années, les deux groupes se livraient des combats périodiquement sans qu'aucun d'eux ne puisse en retirer un avantage réel ou définitif. Par l'emploi de la force, les Soamelais ne parvenaient pas à venir à bout des Akrou, aussi dispersés soient-ils. Utilisent-ils donc la ruse doublée d'alliances matrimoniales pour ouvrir la voie de l'assimilation des Akroufoué. Les Soamelais avaient déjà eu recours à cette parade du mariage pour éviter des conflits armés. Le chef des premiers enleva la fille du chef adverse et en fit sa femme. Ou bien la fille était considérée comme otage et on pouvait continuer à se battre. Ou bien on entretenait l'alliance matrimoniale et il n'y avait plus de raison de continuer les hostilités. Mais parce que c'est ça. Si tu vas l'attaquer alors que ta parente est chez lui, mais dans les affrontements, ta parente risque d'être tuée. Voilà, donc c'est ça. C'est cette technique-là, on l'a vu, hein, les Agnés sans vie ont fait ça, vis-à-vis notamment des Bétibés, des Éwotilés. Voilà. Ils ont pris des femmes Éwotilées qu'ils ont envoyées à Krendiabo comme otages. Et ils les ont rapidement épousées d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font. On opta pour le second terme de l'alternative et l'enfant né de cette union devint plus tard chef des Akroufoué. C'est en tout cas ce que nous rapportent les traditions orales recueillies par Sarvet Marmé dans son ouvrage Études régionales de Bouaké. Mais je pense que c'est vrai. Parce que c'est des choses qui se font, qu'on a vues dans l'histoire. Il dit une approche critique de cette tradition orale permet de relever toutefois quelques questionnements. Car ce texte contient deux éléments symboliques, le rôle d'Étienne et l'alliance matrimoniale. Ce personnage Étienne n'est pas situé par rapport à son action politique et reste mal connu des sources à notre disposition. Nous n'avons pu identifier l'origine de ce dernier. Le second symbole de la prise d'otage suivie d'alliance matrimoniale est un avertissement moins voilé que le premier. C'est le sort qui attend les Akroufoué par l'intermédiaire de leur chef s'ils persistent à vouloir entreprendre une tentative, une action. Les Soamelais prennent en otage cette jeune dame dans un double but d'exiger la soumission des Akroufoué et se servir de cet otage plus tard comme instrument de réconciliation entre eux. Ce sont des raisons politiques qui expliquent la vie sauve de la prisonnière. Ce procédé constitue un important moyen de coercition utilisé par les Soamelais pour venir à bout des autochtones Akroufoué. Ce qui est sur la prise d'otage, tout comme les mariages, étaient des moyens de coercition vis-à-vis de l'adversaire ou de l'ennemi. Ça, c'était comme ça. Au-delà des lacunes, notons que l'alliance matrimoniale des liens de sang unissent les deux groupes qui par la suite se mêlèrent si intimement qu'on en retrouve actuellement des représentants dans les villages de Ndénou et d'Awati. Vous voyez, les Akroufoué, ils aiment beaucoup le nom Ndénou. Hein. Voilà. Dans les villages de Ndénou et Debo, dans la zone de Tiéhussou, vous avez justement, ce sont des villages des Akroufoué. Voilà.
Le recours à la ruse est une démarche presque naturelle dans le processus d'occupation des territoires. Le mouvement de ces mages dans l'Akroufoué visait néanmoins à s'approprier des vastes terres encore inhabitées de la terre d'accueil et de les assimiler. Par ailleurs, des Akrou s'en iront dans le pays d'Ida voisin, le Garo, où ils se mélangèrent aux Dida pour créer le village de Beiri. Beiri signifiant en langue Dida « nous sommes prêts à répliquer aux provocations ». Leur tradition orale soutient en effet que, pour avoir fait la guerre avec les populations d'Awati, et à l'un des informateurs, Kwasi Keke, de déclarer que la famille Keke, fondatrice du village, est descendue du ciel à l'aide d'un fil de fer. Bon, ça c'est la tradition justement de tous ceux qui ont participé pour la plupart à cette migration que j'ai mis à jour, la migration Akpafuga, Krobo, Adele, Avatim. Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, cette migration, dans le Krobo, des escarpements Krobo au Ghana, vient d'un clan, d'une famille qu'on appelle Akradi. À Ores Krobo, en Côte d'Ivoire, dans le département d'Agboville, cette famille-là a pris le nom de Nzomo. Nzomo. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit. Les Nguin, les Akpatifoué, les Akroufoué, les Gbomi, etc. ont cette tradition-là. Même chez les Aché, du sous-groupe Nkadje, il y a cette tradition-là. Chez les Abed du sous-groupe Ngadje, il y a cette même tradition. Dans cette descendue du ciel à l'aide d'une chaîne, ici on en dit d'un fil de fer, c'est la même chose. Il représente comme preuve un morceau de fer. Il présente comme preuve un morceau de fer qui ressemble à une gorge de sable où était attaché le fil qu'il conserve présentement. Donc tous ceux qui sont descendus du ciel, chacun a sa corde en fer. Mais en fait, même quand on examine l'histoire de la famille Akradé dans les escarpements Krobo, on voit bien, il est dit dans leur tradition que leur ancêtre était un roi prêtre qu'on appelle Mansé. Et sa sœur était appelée Abrewa Sasamango. Abrewa, c'est-à-dire la vieille dame en langue cuit. Vous voyez. Maintenant, Sasamango, c'est la localité qui était dans le Borno. D'ailleurs, c'est de là que se réclament les Alangwa, Agni. C'est de là que disent venir les Alangwa. Notamment dans les Brossa, la famille royale qui est à Langwa, la famille de Nanano Asema, cette famille aussi est appelée Oyokofoué, notamment dans le Sanvi. Ils disent que les Alangwa viennent de Sasamango. Mais en fait, dans le Bono, cette localité est appelée Sessima ou Sessimai. Voilà, c'est comme ça. C'est ça les faits. C'est pour ça que vraiment, pour avoir une bonne idée des événements et des faits historiques, notamment pour l'histoire de l'Afrique et des Africains, notamment la période Pekona, il faut utiliser un faisceau, n'est-ce pas, de tradition et puis les confronter. Voilà, c'est important. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà un peu ce qu'ils ont fait pour que ils en arrivent à vivre en paix. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là et puis prochainement on va voir la création du village de Tabo et puis des villages adjacents.